Le 6 août 1945, à 600 mètres au-dessus de cet endroit, Little Boy a explosé. La première bombe atomique utilisée par l'humanité, avec 16 kilotonnes de trinitrotoluène, cela a causé 70 000 morts immédiats ou dans les jours suivants, atteignant 140 000 décès fin 1945. Mais cette ville n'est pas faite pour susciter la pitié, c'est une ville entièrement reconstruite et très belle. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu du côté terrible et un peu du côté magnifique qu'offre Hiroshima. D'ailleurs, nous allons parcourir Hiroshima en environ 36 heures, ce qui est suffisant pour découvrir les endroits les plus intéressants que cette ville a à offrir. Maintenant, le dôme, à l'époque, les gens ont choisi de le conserver. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, il y avait des gens qui voulaient qu'il soit complètement démoli, parce que ce serait un souvenir douloureux. Mais dans l'ensemble, il a été décidé qu'il fallait se souvenir de la tragédie, qu'il doit être un témoin de ce qui s'est passé dans cette ville. À plusieurs reprises, des techniques de conservation ont été utilisées pour qu'il ne s'effondre pas, mais sans enlever le fait que c'est une ruine. En fait, le véritable point zéro de l'hypocentre est visible depuis le dôme. À environ 100 mètres, c'était juste au-dessus de ce monument où ils ont indiqué qu'ici, à 600 mètres de hauteur, c'est là que la bombe atomique a explosé et aujourd'hui, il y a un hôpital. Je crois que c'est la 3e fois que je passe par ici et à chaque fois que je suis passé, ils sont toujours là. Je crois que c'est le même monsieur, survivant de la bombe. Et il laisse toujours des tracts ou des affiches avec des informations sur ce que c'était d'être un survivant de la bombe atomique. Mais je m'en souviens toujours très bien, parce qu'il avait sur son vélo une boîte où il était écrit « No Nuke ». Un monsieur très engagé sur la question de la dénucléarisation. Ici, ils ont installé en 1964 une cloche qui représente la paix. Ils l'ont installée pour que les gens puissent la toucher toute la journée, en permanence, que quiconque veuille passer puisse la toucher, pour demander la paix et la dénucléarisation mondiale. Ceci est le monument qui a été érigé en hommage à Sadako Sasaki, qui était un bébé de 2 ans ayant survécu à la bombe atomique, car elle se trouvait à 1,6 km de l'endroit où cela s'est produit, de l'hypocentre, et elle a pu survivre sans blessure. Et elle a grandi de façon saine, normale, joyeuse, tout allait bien. Mais à 9 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie que l'on a appelée la maladie de la bombe atomique, n'est-ce pas, parmi les cas de personnes qui avaient survécu. Il n'avait rien, mais à long terme, après un certain temps, il présentait des symptômes liés à la radiation. Dans la culture japonaise, il est assez populaire de dire que si l'on plie 1000 grues en papier, ses vœux les plus sincères se réaliseront. Alors, Sadako prenait n'importe quel papier qui lui tombait sous la main, des emballages ou même des papiers de médicaments et des choses comme ça, et elle pliait des grues en espérant guérir. Il existe 2 versions de l'histoire. L'une dit que Sadako n'a jamais réussi à plier les 1000 grues en papier et que ses camarades de classe et ses amis ont fait le reste. L'autre histoire raconte qu'elle en a plié plusieurs milliers, mais qu'à la fin, Sadako est décédée la même année où on lui a diagnostiqué une leucémie. Ainsi, ses camarades de classe ont décidé d'organiser une collecte de fonds pour ériger un monument en son hommage. Et avec l'aide de l'école, ils ont réussi à réunir suffisamment d'argent pour installer ce monument. Là-bas se trouve la flamme de la paix. On dit que cette flamme ne s'éteindra jamais tant que le monde ne sera pas débarrassé des armes nucléaires. Il est peu probable qu'elle s'éteigne un jour. Ici, ce monument a la forme d'un abri pour protéger l'âme des personnes qui sont décédées à cause de la bombe. Endroit très populaire, les gens y jettent une pièce et profitent de la vue sur la flamme de la paix et le dôme en arrière-plan. En vérité, la vue est vraiment belle. Hiroshima est une ville où tout est assez bien concentré, centré. Soit à 2 km à l'ouest de la gare d'Hiroshima, sur la carte à gauche, se trouve tout le centre-ville, la zone dédiée à la bombe atomique. Tout est ici.
Près d'ici, de ce côté du musée de la Paix, il y a plusieurs monuments, le dôme des ruines et entre la zone du parc de la Paix et la gare, disons que près du parc, c'est là où se trouve le centre et là se trouve tout ce qui fait partie du centre commercial, toute la zone nocturne aussi, tout est assez proche. Par conséquent, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour visiter Hiroshima, du moins pour voir l'essentiel, ce qui est le plus populaire. Nous voici au musée de la Paix, dont l'entrée est très bon marché. Pour les adultes, c'est un peu plus d'$1, moins d'$1 pour les étudiants et gratuit pour les élèves du primaire. J'ai un peu la chair de poule en voyant une image aussi grande de ce qu'était Hiroshima avant la bombe. C'est-à-dire, là où se trouve actuellement le parc de la Paix, là se trouve le dôme, et là où est le parc de la Paix, avant il n'y avait que des maisons. L'image est très forte, je ne sais pas. Bon, ici il y a une carte de toute la zone qui a été touchée par l'hypocentre. Plus ou moins, la zone la plus touchée se trouve dans un rayon d'environ 5 ou 3 km. Et principalement, c'est le centre d'Hiroshima qui a été touché, là où se trouvent les îlots, et c'est la zone la plus affectée de toutes. En vérité, cette image est très forte, la maquette qui te montre comment, après l'explosion, il ne restait pratiquement plus rien. Toute personne ayant un peu d'empathie pour l'être humain vient dans un musée comme celui-ci, et franchement, tu restes sans voix. Pour ma part, honnêtement, je me sentais constamment oppressé dans ce musée. Mais bon, arrêtons un peu avec l'amertume, car cette ville a aussi beaucoup de beauté à offrir. Une autre chose qui caractérise la ville d'Hiroshima, ce sont ses tramways. On peut y trouver des tramways ultra modernes, tout neufs, mais aussi des tramways très anciens de l'époque. En fait, certains tramways de cette époque ont même été conservés et restaurés. À partir de ce moment-là, la base avait survécu et ensuite ils ont été reconstruits petit à petit avec du bois. À l'anniversaire de la bombe atomique, ils le sortent pour le faire fonctionner et l'exposer, n'est-ce pas? En fait, je me suis souvenu que la bombe est tombée le 6 août en 1945. Pour le 9, 3 jours plus tard, ils ont réussi à faire fonctionner à nouveau le tramway et lorsque le service a repris, la majorité du personnel ferroviaire était décédé ou gravement blessé. Donc, le tramway a fonctionné grâce à des jeunes filles des écoles qui se sont portées volontaires, n'est-ce pas? Des écoles techniques qui pouvaient à peu près se débrouiller pour que ça marche parce que la ville venait tout juste d'être détruite. Mais malgré tout, peu de temps après, voir que le tramway pouvait fonctionner, c'était comme une petite goutte d'espoir, de pouvoir dire que la ville pouvait continuer d'avancer. N'est-ce pas? L'histoire des jeunes filles ayant fait fonctionner le tramway est vraiment forte. Et ici, que trouve-t-on? C'est un événement de ramen. Oh, j'ai tellement envie de manger un ramen. Non, 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 on a réservé un très bon endroit pour manger. Vous savez que sur la chaîne, je vous dis toujours qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans des endroits spécifiques pour manger, que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de spécial. Mais aujourd'hui, il y a un endroit très spécifique que je recommande, si possible, d'y aller, de réserver et de s'assurer de goûter la nourriture de cet endroit. Mais nous allons trop vite, alors continuons. La zone du noyau de la bombe, au moment de la détonation, a atteint une température de 4000 degrés. Sachant que la surface du Soleil atteint 5500 degrés, c'est-à-dire que la chaleur était proche de celle du Soleil, cela a fait que toute structure en bois, comme le château de Hiroshima, a complètement disparu. C'était évidemment une reconstruction qu'ils ont faite. D'ailleurs, il y a eu un grand projet de reconstruction à Hiroshima. Un projet national de reconstruction a été lancé pour faire de Hiroshima une ville de la paix. Ils voulaient bien faire les choses et ne voulaient pas laisser la ville comme un endroit qui inspire simplement la pitié ou la victimisation, mais ils voulaient en faire une ville moderne, mais avec une zone désignée, bien au centre, pour se souvenir de tout ce qui s'est passé lors de cette explosion. En 1949, la loi sur la construction de la ville de la paix d'Hiroshima a été adoptée. Mais on se demande, après une bombe atomique, avec tout le problème de la radiation, comment est-il possible de reconstruire? Eh bien, la réponse est la suivante.
Hiroshima a connu une fission en chaîne rapide avec un matériau radioactif à courte durée de vie et 1 kilo de ce matériau. La bombe a explosé, dispersant des particules radioactives dans l'air. À l'inverse, Tchernobyl fut une fission en chaîne lente avec une radiation durable, 180 tonnes d'uranium, tout au niveau du sol. C'est cela qui a fait la différence entre Hiroshima et Tchernobyl. Autrement dit, en gros, ils se sont rendus compte qu'à court terme, la radiation disparaissait. Quelques cas persistaient chez certains, mais pas en ville. Ainsi, la reconstruction était possible. Et en plus, d'un autre côté, les gens ne voulaient pas quitter la ville. C'était l'endroit où ils étaient nés. Pour ceux qui ont survécu ou ceux qui n'étaient pas là, ils voulaient rentrer chez eux, donc les gens voulaient reconstruire la ville. Donc avec la volonté du peuple, plus le projet du gouvernement. La nécessité de mettre un symbole de paix contre la guerre nucléaire a fait que la reconstruction de la ville est devenue une grande priorité. En fait, nous sommes dans un sanctuaire. Nous enregistrons ceci en novembre, pendant Shichigo-san, une fête shintoïste pour les enfants de 3, 5 et 7 ans. C'est pourquoi en novembre, on voit de nombreux sanctuaires où les petits enfants en kimono, vraiment adorables, sont amenés. L'un des moyens les plus rapides et pratiques pour aller à Miyajima est de prendre le ferry, situé à 200 mètres du dôme de la bombe. Ce qui est un peu cher, c'est que ça coûte 2400 yens, soit environ 18 $, mais on y arrive en 40 minutes. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est de venir et de réserver ton billet à l'heure que tu veux. Et voilà. Bon. Maintenant nous sommes sur l'île de Miyajima, la célèbre île où se trouve le Grand Tori, et maintenant nous allons là-bas. Arrivé ici, l'île en elle-même est grande, mais la zone où il y a de l'activité, regarde. Des médailles, oui, il y a 2 médailles, je les veux toutes les 2. Désolé de devoir interrompre, mais je m'enthousiasme parce que je collectionne ces médailles de plein d'endroits touristiques différents. J'ignorais son existence. Alors la voilà. 2 versions de la médaille, une toute dorée et une dorée avec du argenté. Eh bien, le truc, c'est qu'ici, il y a pas mal d'endroits pour manger, des activités. Mais bon, nous, une fois, on a dormi sur l'île. Et en vérité, la nuit, après 8 heures, c'est très rare de trouver quelque chose à manger, donc le mieux c'est de venir tôt. Maintenant, sur l'île, ceci est très célèbre, les yamoji, qui sont ces spatules qui servent de cuillère pour servir le riz. Ici, cette forme est devenue célèbre car une nonne d'un temple local a voulu donner une forme à la spatule. Pour servir le riz, la spatule pour servir le riz en forme de biwa, qui est l'instrument de musique traditionnel, qu'ils ont associé à Benzaiten, qui est la déesse des arts, et justement le biwa a cette forme. Et donc, servir le riz avec la spatule de ce design portait bonheur et tout ça. Et donc, c'est très célèbre sur cette île d'ici, qui d'ailleurs n'est pas seulement à Nara. À Miyajima, il y a aussi des cerfs qui se promènent librement dans la rue, mais ici, on ne vend pas de nourriture pour les cerfs, et ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas autant de cerfs sur l'île. Nous sommes ici devant le célèbre Tori dans l'eau, l'une des vues les plus emblématiques du Japon. Ici, par exemple, chaque jour la marée monte et descend, mais chaque jour l'horaire change, donc il faut se renseigner ou venir le matin, et si tu viens l'après-midi, à un moment, tu pourras marcher jusqu'au Tori ou le voir entouré d'eau pour le photographier. Ce Tori a été érigé au 19e siècle, tandis que le sanctuaire date du 6e siècle. Pour vénérer certaines déesses du shintoïsme qui apportaient de bonnes affaires, la santé, la prospérité, toutes les bonnes choses qu'il y a dans le monde. Mais il est devenu plus populaire au XIIe siècle, lorsque l'endroit, c'est-à-dire toute l'île, a été déclaré comme un espace sacré par ses dieux. Et ce qu'ils ont fait avec le Tori, c'est de le placer au milieu de l'eau pour représenter que tout ce qui se trouve sur l'île est sacré. Au point que lorsqu'un daimyo, une personne féodale, quelqu'un d'important, venait sur l'île, quand ils arrivaient en bateau, ils devaient absolument descendre du bateau et passer, traverser le Tori à pied et faire leur révérence en passant sous un Tori, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Maintenant, il y a aussi un téléphérique qui monte en haut de l'île de Miyajima, mais il y a un petit problème, c'est-à-dire, d'abord, il y a beaucoup de monde. Ensuite, le trajet en téléphérique t'emmène jusqu'à la moitié de la montagne, le reste se fait à pied et prend à peu près 1 heure. Convient aux jeunes, moins adapté aux très jeunes enfants ou personnes âgées. Je ne le recommande pas du tout, car le chemin peut être très compliqué. Pour les jeunes, ça va. En été, je ne le recommande pas non plus.
Une autre chose, ici je vois qu'à Hiroshima, à Miyajima, il y a beaucoup de visites guidées. L'île, en vérité, a une quantité innombrable de petits temples, de boutiques partout. Si on veut seulement voir l'essentiel, 2 heures sur l'île suffisent largement, mais si on veut y passer une demi-journée, une journée entière, tu peux marcher et te perdre sur l'île. Parce qu'il y a aussi des gens qui vivent sur l'île. Donc, il y a une partie qui n'est pas touristique, où il y a simplement des maisons et tout ça, et bon, la raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'était pour manger dans cet endroit. Et c'est toujours le même monsieur. Que c'est bon, que c'est délicieux. Ça oui, on est entré à 5 heures et on est sorti à 6h30, donc chaque pièce prend son temps. En plus, j'adore parce que le monsieur, le propriétaire, il ne te raconte pas d'histoires bizarres, il te dit « c'est un bon poisson », il ne te raconte rien de spécial, il ne fait pas dans l'élégance. L'endroit n'est pas du tout prétentieux, c'est juste bon. Et avec de l'alcool et tout, ça nous a coûté 100 $ chacun. C'est pris à Tokyo, c'est impossible. Il fait nuit noire alors qu'il n'est que 6h30, mais en novembre, c'est normal. Il fait frais, mais regarde, tout est déjà mort à 7 heures, mais ce n'est pas grave. On a des ferries jusqu'à 9, 10 heures du soir, mais quand même. À 7 heures, il reste un ferry toutes les 20 minutes pour rentrer, puis 1 heure de train. Maintenant, par contre, il y a la question de la réservation par exemple. Écoutez, je vais laisser dans la description de la vidéo ma carte des points touristiques recommandés dans tout le Japon. Et sur l'île de Miyashima, ce sera le seul restaurant. Il suffit de regarder un peu la carte, cherchez-la. Tout est vraiment fermé, il y a à peine quelques... Bon, il y a des endroits pour manger, peut-être 5, mais oui, la plupart sont vraiment fermés. Dormir sur l'île, je ne le recommande pas vraiment. Peut-être une nuit pour avoir l'expérience de voir le temple la nuit, c'est une autre vue, franchement c'est très beau. Ou sinon attendre qu'il fasse un peu sombre et profiter de la vue. Hiroshima se visite facilement en 2 nuits, et je conseille de passer une journée entière sur l'île. Et le jour où tu arrives et le jour où tu repars, c'est pour parcourir, disons, la zone de la paix. Ensuite, le soir, il y a des endroits à recommander aussi pour manger. L'okonomiyaki, la spécialité principale d'Hiroshima. Contrairement à l'okonomiyaki d'Osaka, par exemple, celui d'Hiroshima contient des nouilles. Et c'est ça qui fait que je l'aime encore plus. Et le truc, c'est que l'endroit où je recommande le plus de le manger, c'est à Okonomimura, qui est un endroit avec 3 étages, du 2e, 3e et 4e étage. De nombreux petits lieux d'okonomiyaki te préparent le plat à table, offrant un goût authentique dans une ambiance simple. Beaucoup de gens pourraient dire « mais ça, c'est pour les touristes ». Non, c'est quelque chose d'authentique qui est devenu populaire auprès des touristes. Justement, c'est devenu populaire grâce à son authenticité. Est-ce le meilleur endroit pour manger de l'okonomiyaki à Hiroshima? Je ne sais pas, en fait, l'okonomiyaki non plus n'a rien d'exceptionnel. Des nouilles aux légumes et garnitures, cuites à la plancha. Ce n'est pas quelque chose où tu te dis « oh non, parce que la recette est spéciale, etc. » C'est bon, c'est délicieux, sérieusement. Tu peux choisir les garnitures, les protéines en plus. Tout ça avec des nouilles soba, enfin, des nouilles soba, mais en réalité ce sont plutôt des nouilles de ramen ou d'udon. Je préfère nettement celui d'Hiroshima à Osaka, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de nouilles. Ça apporte plus de style, de protéines, de tout. Comme ça, j'aime bien plus. C'est fou. Chaque étage est assez petit, il y a environ 8 stands de nourriture d'okonomiyaki par étage, et il y a 3 étages, 3 étages. Voici la carte par exemple. Ah, bien sûr, c'est ici. La voilà. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 stands de nourriture. Il doit bien y avoir de la place quelque part. Par contre, c'est vendredi et c'est assez plein. C'est-à-dire, on a fait tous les
étages et on a dû revenir à celui qui était le plus vide et franchement c'était super bon. Cela commence seulement au 2e étage, rien au rez-de-chaussée. Là où se trouve ce panneau, dans la description de la vidéo, il y a le lien Google Maps que je partage déjà depuis un moment, de tous les points stratégiques touristiques qu'il y a dans tout le Japon, et cet endroit a toujours été marqué. Et oui, la Suica sert aussi à voyager en tramway. La seule chose, c'est qu'on ne paie pas en montant, on paie en descendant. Et là où se trouve le monsieur, les gens qui vivent en ville ont un QR, mais ça ce n'est pas important pour les touristes, avec la Suica il suffit de payer en descendant. Maintenant, nous retournons à l'hôtel que nous avons choisi. La zone près de ce qui sera la zone rouge moyenne, près des rues piétonnes, des ruelles pleines d'activités. Hiroshima a une vie nocturne assez forte, bien marquée et importante. J'aime bien, parce qu'elle a son côté historique, son côté touristique familial normal, avec des magasins, des vêtements, tout ça, des boutiques d'animés, comme partout au Japon, et la zone des bars, des izakaya, des choses plus adultes, il y en a aussi beaucoup, vraiment beaucoup, pour être honnête. Ce côté-là, par exemple, je ne le connaissais pas, jusqu'à ce que je me dise, cette fois, je vais réserver un hôtel dans ce quartier qui m'intéresse à explorer, et franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Eh bien franchement, le quartier est méga ultra animé, c'est-à-dire que j'ai fait un petit tour. Et il y a des établissements pour adultes, il y a plein d'izakaya, des endroits pour manger. J'ai même vu, je suis passé devant 2 clubs, des boîtes de musique, on entendait de la musique en direct, mais la quantité d'endroits, d'informations pour passer la nuit et tout ce genre de choses, c'est incroyable. Il y a des concafés avec des filles en cosplay dans les bars, c'est très animé pour ceux qui veulent faire la fête. Il y a aussi plein de choses à faire dans ce quartier. Mais je remarque que tout est très concentré et on trouve tout ce qu'on peut chercher à Tokyo. Tout est résumé. Bon, évidemment il n'y en aura pas autant qu'à Tokyo, mais au moins tout ce qu'il y a ici est bien concentré. Ma femme était déjà très fatiguée, alors je lui ai dit « Allons manger encore un peu ». Et elle m'a répondu « Je suis déjà rassasiée ». Alors j'ai dit « Bon », je me suis mise à chercher et là j'ai trouvé, juste à l'autre coin, un bar à huîtres. À Hiroshima, les plats les plus populaires et connus de la région, ce sont l'okonomiyaki et les huîtres, et je ne veux pas partir sans goûter les huîtres. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans ce quartier, des filles très stylées qui marchent dans toute la rue. Dans ce bâtiment, oh oui, 2e étage, rez-de-chaussée, de quel côté? Je crois que c'est ici. Bon, ils m'ont un peu cassé le cul. J'ai payé 6400 yens, ce qui fait une quarantaine de dollars. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huîtres et un verre de Nihonshu, du saké. Et j'ai encore faim, je ne sais pas si... Peut-être que je vais acheter quelque chose au 7-Eleven et ciao, mais bon, ce n'est pas grave. Demain, je sais qu'on va bien manger, à moins qu'il y ait trop de monde. Et finalement, j'ai mangé un ramen. Parce que oui, j'avais déjà dépensé pas mal avec quelques huîtres, donc le ramen m'a coûté 1100 yens, ce qui faisait 8 dollars. Et ça cale beaucoup plus, mais bon, maintenant j'ai vraiment le ventre plein et demain on va manger quelque chose de complètement différent de ce que je viens de manger. Ramen. Oui, il y avait un festival de ramen. On a déjà quitté l'hôtel. Nous avons laissé les valises à la gare routière, car le bus pour l'aéroport part de là. Ils arrivent dans 1 heure. Eh bien, c'est juste à côté de la gare routière, à côté du dôme de la station-service. Il y avait un festival de ramen, donc on devait en manger. Désolé les gars, je sais que quand vous viendrez, il n'y aura pas de festival de ramen, mais... c'est meilleur qu'hier. Ici, on achète des coupons A, on en a acheté 3, donc on va manger 3 ramen qu'on va partager. Ramen numéro 2, celui-ci est un ramen de Kyoto. Oh, c'est délicieux. Ramen numéro 3. Et il est déjà midi, parce que nous sommes arrivés avant 11 h et maintenant ça commence à se remplir de monde. L'avantage ici, c'est que la file avance vite, ils servent sans pause, ce qui est appréciable. Voici un ramen miso de Sapporo, Hokkaido. 4e et dernier ramen, avec celui-ci on en a assez.
Le précédent venait d'Osaka, celui-ci de Kyoto. Ou Tokyo, Hokkaido, Osaka, Kyoto, peu importe. Spectaculaire. Et pourtant, c'est du type bouillon clair, qui n'est pas mon préféré, mais celui-ci a vraiment bon goût. Le bon côté, c'est qu'ici chaque ramen coûte 1000 yens, le ticket pour le ramen, ce qui fait 6,5 $. C'est-à-dire, nous sommes 2 personnes, on partage tout. Bon, en gros, 13 $ chacun et on a goûté 4 petits ramen, pour ainsi dire. Tellement de ramen m'a donné envie d'une bière. Même si tout a débuté par une histoire sombre, vous avez sûrement constaté qu'Hiroshima offre bien plus. Au-delà de son passé, elle a beaucoup de beauté à offrir, non? Et aussi du divertissement moderne, tout ce que vous voulez. Mais quelque chose que j'aimerais vraiment souligner dans tout ce qui concerne la paix, ce que Hiroshima diffuse beaucoup, c'est qu'elle est vraiment axée sur la promotion de la paix. Et non sur le ressentiment, la haine ou la victimisation. Elle se concentre simplement beaucoup sur ce qu'est la paix. Et ça, franchement, je trouve ça super important dans tout ça. Il y a des enfants d'école primaire partout, aujourd'hui c'est même dimanche, et il y a des élèves de primaire qui viennent faire des excursions. Je trouve cela très beau. Ici, ils veulent apprendre à tous ce qu'est la paix. À la prochaine. Salut à toi, ta famille, ton animal et ce connard de voisin.